Radio Okapi. Information pour la paix et le développement de la RDC. Bonjour et bienvenue dans Présidentiel 2023. Michel Kifinda, bonjour. Bonjour Kelly. Aujourd'hui, nous recevons le candidat Franck Diongo. Il est président du mouvement lumumbiste progressiste et sur la liste de la CENI, il est le candidat numéro 23 pour les élections du 20 décembre 2023. Monsieur Franck Diongo, bonjour. Bonjour. Vous avez 30 minutes pour convaincre ces nombreux auditeurs qui nous suivent sur Radio Okapi et sur toutes nos plateformes digitales. On va décortiquer votre programme, ce que vous allez proposer aux Congolais si vous êtes élu président de la République pour les 5 prochaines années. Nous allons aborder plusieurs aspects, notamment économiques, social. On va parler de la santé, de l'éducation. Mais avant d'en arriver, dites-nous pourquoi vous voulez devenir président de la République pour les 5 prochaines années. Je voudrais devenir président de la République parce que les choses ne marchent pas au pays. Je suis l'opposant à tout le régime depuis Mobutu, Kabila des pères et des fils, parce que la manière dont le pays est dirigé est différente de la manière dont nous avons conçu le projet de société de notre parti. Nous voudrions appliquer notre projet de société. À ce titre, nous sommes les candidats de la rupture. Avec le passé, les candidats du changement. Et pour dire que nous avons besoin de réhabiliter les Congolais dans sa dignité et réhabiliter le Congo dans sa grandeur. Alors, la RDC est très souvent critiquée par notamment les organisations internationales. Si vous lisez le rapport Doing Business, Transparency International, la Banque mondiale, la gouvernance de la RDC est toujours prise négativement. La RDC figure toujours à la queue des de la liste des différents rapports par rapport à d'autres pays du monde. Comment comptez-vous corriger cette situation ? Le Congo a une difficulté de gouvernance, un déficit de gouvernance, c'est-à-dire la mauvaise gouvernance. Et nous, Franck Diongo, élu président, j'amène la gouvernance intègre. C'est-à-dire, il n'est pas seulement question d'observer les règles de bonne gouvernance, mais aussi et surtout de la personne qui gère l'État doit avoir l'obligation d'être intègre, comme au Japon, où on gère les biens publics comme les biens sacrés. Le facteur correctif, c'est la nature de la gouvernance. Également, lorsque nous allons arriver sur le plan économique, les combats contre la corruption et les méthodes que nous allons amener, les réformes que nous allons procéder, feront en sorte qu'on va introduire des facteurs correctifs pour que le Congo ne soit pas un pays mal coté. Aujourd'hui, la majorité du budget de la RDC est allouée au fonctionnement des institutions, comme si c'était les secteurs clés et le peuple ne reste qu'avec de miettes. Pensez-vous restructurer des choses de manière que la justice distributive soit garantie en RDC? D'abord, dans notre projet de société et dans notre programme de synthèse d'action gouvernementale, pour le MLP et pour moi-même, en ce qui concerne le budget de l'État, la répartition de richesses, nous avons l'ambition d'avoir une société beaucoup plus juste, beaucoup plus fraternelle et beaucoup plus solidaire. C'est à travers le budget qu'on voit la répartition de richesses en termes d'équité. C'est vous dire que nous ne partageons pas la manière dont le pays est géré. Voilà pourquoi nous sommes dans l'opposition. On ne peut pas sacrifier le secteur social de base, le secteur générateur de recettes, pour allouer l'affectation ou l'assignation ou le moyen le plus important, bien entendu, dans les institutions politiques. C'est ça la mauvaise gouvernance que nous combattons pour amener la gouvernance intègre. C'est-à-dire, 1. Vous devez respecter les lois de la République, la constitution de la République. C'est-à-dire, Franck Diongo amène l'état de droit. Vous allez
gérer le bien public comme le bien sacré. Vous ne volez pas parce qu'on va vous arrêter. Vous n'allez pas voler parce qu'il y a le rétablissement de l'autorité de l'État. Parce que vous êtes conscient que le bien de l'État doit être respecté. La corruption, on va combattre. Donc la démarcation est là. Par exemple, tous les régimes qui se sont succédés, seule l'impunité, seul les vols. Et aujourd'hui, c'est l'ascendant de l'exécutif sur le judiciaire. Mais ici, on va respecter la séparation du pouvoir, on va respecter l'équilibre entre les pouvoirs, parce que nous sommes co-rédacteurs de l'actuelle constitution. Donc, sur le plan de la gouvernance, nous amenons une démarcation nette, on va remettre les Congolais au travail. Parce qu'on a arraché aux Congolais la chose la plus chère que le travail, la valeur du travail. Les Congolais est mal payé, sous-payé et impayé. Cela fera en sorte que la gouvernance ne marche pas, parce qu'ils sont mal payés également. Alors, M. Diongo, selon plusieurs experts, la RDC souffre de plusieurs maux, mais a aussi plusieurs défis à relever. C'est notamment les défis sécuritaires. Aujourd'hui, toute la partie orientale de la RDC est presque paralysée. Plusieurs groupes armés, locaux et même étrangers, qui se battent sur le sol congolais. Certaines localités ou certains territoires échappent au pouvoir central. Si vous êtes élu président de la République, que comptez-vous faire pour pacifier cette partie de la RDC? Mais aujourd'hui, on parle aussi de l'insécurité dans la partie ouest du Congo. Qu'est-ce que vous comptez faire pour que la paix revienne dans le pays et ainsi vraiment restaurer, je me répète, la paix sur toute l'étendue du pays? J'ai publié en 2003 un livre sur l'épistémologie de la crise congolaise. Vous allez noter que je menais beaucoup de recherches pour comprendre pourquoi la paix n'est pas au Congo. Le pays des crises en crise dans un monde en crise. Il faut étudier la nature de la crise congolaise. Il faut comprendre pour chercher des solutions. Notre faiblesse au MLP, c'est que nous avons toujours procédé à un diagnostic sérieux pour donner une thérapeutique appropriée. Quel est le diagnostic de la crise à l'est de la République démocratique du Congo? C'est une crise géopolitique. C'est-à-dire que le fait qu'il y a des militaires, des armées régulières, de pays voisins, qui sont impliqués, soit directement ou indirectement, à travers les groupes armés qu'ils soutiennent. Deuxièmement, la donne géostratégique, le fait que la guerre coûte $1 million par jour et qu'aucun Congolais, aucun Africain ne peut financer la guerre. C'est-à-dire l'implication de multinationales pour financer soit les groupes armés locaux, soit les groupes armés étrangers, soit le pays voisin. L'implication de multinationales. Nous avons une recette pour ça. La donne des crises de légitimité de pouvoir, c'est-à-dire la première crise armée à l'Est est née de la crise de légitimité de pouvoir lorsqu'on a chassé Lumumba, lorsqu'on a tué Lumumba. Donc, jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu un régime légitime. La crise de décomposition de l'État et de la société, c'est ce que les gens appellent communément la crise de balkanisation du pays. Lorsqu'il y a une crise de balkanisation du pays, on a la volonté de recomposer la société. Quelles sont les solutions en fait? Également, la crise géoéconomique. Quelle est la solution à donner? Il n'y aura pas une seule solution. La solution à la fois militaire, diplomatique, bien entendu, et politique. Et vous n'allez pas trouver la solution au problème de la crise de l'Est si vous ne connaissez pas l'histoire du Congo. Quel est le statut réel de la République démocratique du Congo? Parce qu'en fait, en 1885, 1884, 1885, à la conférence de Berlin, je mène des recherches jusqu'en Allemagne. Il y a des plaques qu'on a écrit « Conférence de Berlin égale conférence du Bassin du Congo ». C'est d'accord jusqu'où je pouvais voir ça. C'est vous dire que le Congo avait un statut particulier au monde. Et ce statut-là est jusqu'aujourd'hui. Quand on a donné à la France le Congo-Brazzaville, quand on a donné le Portugal à l'Angola, le Congo, on n'a pas donné, on a donné à aucun pays. C'est à une personne sentinelle qui était considérée comme le réservoir où tout le monde doit venir puiser. Est-ce que nous connaissons ces statuts-là? Aujourd'hui, on a besoin que les multinationales qui ont fait la mise en valeur du Congo, les États qui ont donné la grandeur du Congo que nous avons, aucun Congolais n'a compté parce que nous avons un pays grand comme ça. Également, les autochtones, nous devons nous retrouver. C'est dire que sur le plan, il faut une solution diplomatique, une solution militaire et une solution politique. Voilà la clé de la solution. Alors, sur le plan militaire,
bien entendu, je crois à l'armée congolaise. Il faut révaloriser l'armée congolaise. Sur le plan diplomatique, il n'y aura pas de solution dans la sous-région, ni dans la région. Il faudra un accord particulier avec les États-Unis d'Amérique, ou avec la Russie, ou avec le deux à la fois. Pourquoi le chèque d'un homme et de sa politique, le chèque de M. Tshilombo? Tout simplement sur le plan militaire, pourquoi l'Amérique n'intervient pas? Parce que le Congo a de généraux qui ont été sanctionnés par les États-Unis d'Amérique. Et il y a une loi, ça on appelle la loi Lay. La loi Lay, les gouvernements américains n'interviennent pas dans un pays dont les officiers ou les généraux des militaires sont condamnés. Donc vous n'aurez jamais l'aide américaine. Donc Frank Diongo, devenu président, je vais mettre à la disposition, hors d'état de commandement, tous les généraux qui sont sanctionnés par les États-Unis d'Amérique. Et à ce moment-là, on aura l'aide technique, encadrement militaire et des États d'Amérique. Parlons donc économie. Le développement économique de la RDC ne reflète pas sa diversité des richesses, tant sur le plan forestier, minier et même démographique. Alors, avez-vous un plan pour opérer ce qu'on pourrait appeler le miracle congolais? Merci beaucoup. La question de la vision économique du MLP, nous avons mené beaucoup d'études là-dessus, et de longues études même. Mais avant de vous donner la solution ou la proposition, je vous ai dit que notre problème, notre difficulté, c'est que nous avons toujours l'ambition, la volonté de procéder à un état de lieu, à une analyse profonde. Il faut qu'on puisse, avant de donner la solution, il faut la thérapeutique. Et la thérapeutique est là. Mais quel est le diagnostic? Il faut analyser l'économie congolaise. Est-ce que nous sommes dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction? Nous sommes dans la mauvaise direction. Donc il faut un stop, il faut la rupture. Pour reprendre une autre direction, pour le changement des directions. C'est comme ça que Frank Diongo n'est pas seulement un candidat de la rupture, mais c'est un candidat du changement par rapport à la gouvernance du statu quo. Ceci dit donc, quelles sont les caractéristiques de l'économie congolaise? Vous savez que l'économie congolaise est caractérisée par la périphérisation, la dépendance, l'extraversion, notamment par ça. Et cela est le résultat de la volonté d'intégrer le Congo dans le capitalisme international. Quelle est la conséquence? L'apparition d'une économie sans capitaux propres, sans marché financier, une économie avec dépendance totale, sans monnaie nationale, sans marché financier, sans marché monétaire. En termes de détails, vous aurez la faiblesse des croissances, vous aurez la faiblesse des services sociaux, vous avez la faiblesse, vous avez les capacités du capital humain, la faiblesse du capital humain. Donc, vu dans cet angle-là, le MLP a compris qu'il faut proposer un autre système économique comme une alternative de réchange. Et ce nouveau système économique que nous proposons à la République a regroupé tous les secteurs économiques à 4 grands secteurs. Comment on appelle ce système? C'est un système économique basé sur la planification générale. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Et c'est là que vous allez voir des réformes que nous allons opérer. Premier secteur économique, c'est quoi? Le premier secteur économique, bien entendu, c'est le secteur où l'État gardera les monopoles pour garder l'indépendance du pays, la souveraineté du pays. Par exemple, les entreprises de production de l'eau et de l'électricité, production et distribution, ça sera les monopoles de l'État. Comme réforme, nous allons mettre un terme à la libéralisation du secteur de l'électricité et de l'eau. Parce qu'en fait, on ne peut pas privatiser un secteur de l'eau et de l'énergie, par exemple. Vous n'avez pas 10% des Congolais qui accèdent à l'électricité. Vous n'avez pas 22% des Congolais qui accèdent à l'eau potable. Comment les gens accéderont à l'eau potable? Parce qu'il pose un problème de développement. Vous n'allez pas développer puis vous n'avez pas l'électricité.
Donc l'électricité qui comprend de l'Ouganda coûte plus cher que ce qu'on produit au Congo et l'État fait la subvention. Donc les Congo, les Congolais, ça c'est le premier secteur. Le deuxième secteur, c'est le secteur, bien entendu, le secteur stratégique. Ça c'était le secteur prioritaire. Le secteur stratégique, c'est un secteur qui va regrouper tous les domaines où ce secteur-là a des implications dans d'autres secteurs. Ça développe d'autres secteurs. Par exemple, les domaines de développement, la modernisation des secteurs agro-industriels, agricoles. Là, c'est le domaine mixte, l'État et les privés. Et nous avons également troisième secteur. C'est le secteur privé, où il y a l'offre et la demande. Ça, privé, ça, on peut libéraliser ça. Mais il y a également le dernier secteur, c'est le secteur mutualiste et coopératif. C'est-à-dire que comment on peut organiser les paysans, les agriculteurs, la classe moyenne, les consommateurs, pour que l'État le vienne en aide. Donc à ce moment-là, toutes les catégories qui vont vivre au pays vont se retrouver sur le plan économique. Et ça, c'est la philosophie générale pour arriver à la recette. Quand on a la recette, en fait, de la solution, après avoir décrit la situation du Congo pour changer sa direction, le MLP, dans son programme, dans ma vision, nous avons ce qu'on appelait les programmes nationaux du développement et des relances économiques. Dans ces programmes, le plus grand problème que le Congo a, c'est comment trouver, mobiliser les ressources financières et comment les réorganiser pour financer, bien entendu, les projets du gouvernement. C'est là la clé. Et comment trouver les ressources financières? D'abord, quelle est la hauteur de notre budget? Nous avons prévu un budget de 50 milliards par an, soit au minimum, c'est-à-dire la fourchette de 50 milliards à 100 milliards, soit 250 milliards à 500 milliards pour la relance de l'économie du Congo, pour le Congo, pour développer le Congo. Alors ces chiffres-là, vous les dites pour, vous allez m'excuser, pour plaire, ou vous êtes convaincu qu'une fois élu président, vous êtes capable de mobiliser ce montant? Alors, nous avons 3 mesures pour la mobilisation de ressources financières et la réorganisation des ressources financières. Première mesure, c'est la création du fonds souverain. C'est la création du fonds souverain. Et les fonds souverains vont fonctionner comme les banques, une banque d'investissement. Deuxième mesure, c'est de pouvoir, bien entendu, la mise en place de la valorisation des actifs de l'État. Donc, la mise en valeur ou la mise en place de la valorisation des actifs de l'État. Cette mise en place de la valorisation des actifs de l'État, s'il faut simplifier, par exemple, les blocs pétroliers. C'est la titrisation, en fait, des actifs. C'est la titrisation des actifs de l'État. Prenons le cas un bloc pétrolier, pour que l'opinion me comprenne. Quand vous prenez un bloc pétrolier, et les blocs pétroliers, on va l'étudier, on va l'évaluer, et il y aura un titre. Et tous les actifs de l'État, dans tous les domaines, nous aurons, bien entendu, fait la mise en place de cette valorisation des actifs de l'État. Et c'est un levier puissant pour la mobilisation des ressources pour les investissements et le financement des projets de l'État. Et la troisième mesure, bien entendu, c'est le contrat social pour la gestion des actifs de l'État. À tel point qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir 10 milliards, parce que je vous ai dit que le Congo est un pays qui n'a pas de marché financier. Mais vous allez amener votre titre à la bourse pour les marchés financiers. Et cet avantage de notre projet, c'est que vous n'allez pas vous endetter. Les marchés, ce que nous allons faire, vous n'avez pas de dette. Donc, ce marché financier où vous allez amener à la bourse, bien entendu, les actifs dont il y a eu la mise en valeur, c'est-à-dire vous apportez votre titre à la bourse et vous aurez de l'argent. Et vous allez financer les grands projets d'envergure. C'est ça la magie. Et le Congo ne sera pas le premier pays à faire le fonds souverain. J'ai étudié la question
de Norvège. J'ai étudié le Koweït, Arabie Saoudite, même la Chine a des fonds souverains. Donc la majorité de pays qui sont sortis de l'ordinaire se sont servis de cette politique de la création de fonds souverains. Aujourd'hui, on dit souvent que la justice est corrompue, c'est une justice des riches, les pauvres ne s'y retrouvent pas. Qu'est-ce que vous comptez faire pour que cette justice soit vraiment indépendante et au service de tous? D'abord, je suis un combattant de la liberté et des droits de l'homme. L'objectif principal, comme je vous ai dit, c'est procéder à un développement politique. Le développement politique fera en sorte que les dirigeants vont respecter la Constitution et les lois de la République. Ils auront une ambition d'avoir un attachement à l'intérêt général. L'attachement à l'intérêt général fera en sorte que les institutions seront respectées à travers les comportements de dirigeants. Alors, la justice, le pouvoir judiciaire, l'exécutif, les législatifs doivent respecter, pour que la justice fonctionne normalement, il faut respecter, la séparation du pouvoir. Il ne faudrait pas que le législatif, l'exécutif ait l'ascendance sur le pouvoir judiciaire. 2, lorsqu'on respecte cela, tout le monde, les législatifs, l'exécutif, le judiciaire, nous devons nous mettre en tête qu'ils devons asseoir un état de droit. L'état de droit fait en sorte que les libertés et les droits des citoyens sont respectés. Et si les libertés et les droits des citoyens sont respectés, la justice sera juste. C'est pourquoi je vous ai dit dans mon introduction, nous avons besoin d'une société beaucoup plus juste, beaucoup plus fraternelle et beaucoup plus solidaire. Parce qu'en fait, au MLP dans notre projet, l'état de droit a plusieurs catégories de droits et libertés qu'il faudra respecter. Je vous donne un exemple. Le droit démocratique, parce que nous voudrons une société de droits, une société démocratique. Les droits démocratiques, vous allez trouver la liberté de presse, la liberté d'opinion, la liberté d'association, la liberté de réunion. Mais il y a des gens qui sont arrêtés à cause de cela. Et la justice arrête. Prenons le cas de Mike Mukeba, parce qu'il a parlé, il est arrêté. Donc, dans un état de droit, on n'arrêtera pas des gens comme ça. Vous allez voir par exemple le député en fonction. Moi-même, je suis victime. Un député en fonction dont on n'a pas levé l'immunité, on vous arrête. Vous allez pourquoi? Tout simplement, et on vous juge en ne respectant pas le droit de l'homme. Tout cela, tout simplement, parce qu'il y a des lacunes en droit, telles que la loi sur la flagrance. Il n'y a pas une loi sur la flagrance. La flagrance, c'est depuis l'ancien régime, à l'époque du Mobutu. Mais aujourd'hui, on est dans un contexte démocratique. Il n'y a pas une loi sur la flagrance. Donc, on ne connaît pas quelle est la période de la flagrance. Donc, il y a deux lacunes comme ça. Et là, le droit, la justice, parce que est caporalisé, il faut arrêter la caporalisation de la justice. Il faut mettre un terme à l'instrumentalisation de la justice. Et l'instrumentalisation de la justice, la caporalisation de la justice, ça veut dire que la justice dépend du président de la République, la justice dépend de l'exécutif. Il faut mettre un terme à ça. Et aussi, il faut multiplier, décentraliser, ramener les institutions jusqu'au plus bas niveau de chaque village. Et aussi, comme je vous ai dit, payer bien les magistrats, tous ceux qui travaillent au ministère de la Justice. Parce que c'est la justice qui élève une nation. Donc, pour nous, nous avons procédé à des réformes. Nous avons développé une politique qui va faire respecter l'état de droit. Alors, on va parler éducation avec vous, Michel Kifinda. Justement, comment comptez-vous, dans votre projet de société, organiser les secteurs de l'éducation en République démocratique du Congo? Il y a notamment l'enseignement de base, mais aussi universitaire, mais je pense aussi à l'école des métiers. Je vous ai dit tantôt que Franck Diongo est un homme de la rupture. En fait, le système éducatif congolais,
c'est un système inapproprié et dépassé. Ce n'est pas un système qui est adapté à notre système économique que nous voudrons. D'abord, ce système éducatif congolais est discriminatoire au regard de revenus de citoyens. Le pauvre n'accède pas à l'éducation. C'est comme ça qu'en Afrique du Sud, en 2003, comme co-rédacteur de la Constitution, nous avons prôné la gratuité de l'école primaire, l'école de base. Parce que l'ambition de l'école primaire, c'est savoir lire, écrire et calculer. De sorte que si c'est gratuit, ne fût-ce que l'enfant sache comment calculer, écrire et lire, même écrire ni lettres. Si on ne sait pas accéder. Et moins dans le secteur éducatif, parce que les gratuits discriminatoires, les études seront obligatoires jusqu'à 16 ans. Au Congo aujourd'hui, les études ne sont pas obligatoires. Franck Diongo, élu président au mois de décembre, l'année prochaine après ma prestation de serment, les études seront obligatoires. Donc, pas seulement que le système éducatif est discriminatoire, mais le programme des systèmes éducatifs congolais actuellement, on forme les auxiliaires de par le contenu du programme. On devrait, madame, changer déjà, madame Kelly, le programme de notre système éducatif. On ne l'a pas changé. Et quand Franck Diongo va arriver au pouvoir, il va changer les programmes éducatifs. D'ailleurs, ce n'est pas un creuset. Vous n'avez même pas les sentiments. On n'enseigne pas le patriotisme et les sentiments nationaux. Vous n'avez pas ça. C'est pourquoi vous avez le Congo. Les Congolais sont comme des enfants d'une maman qui ne connaissent pas la valeur de leur mère et qui n'est pas leur mère. Ça, c'est le résultat du système éducatif. Donc, il faut démocratiser. Nous allons démocratiser le système éducatif congolais pour donner la chance à tous les Congolais d'accéder à l'éducation. Et nous allons adapter dans les nouveaux systèmes éducatifs. Donc, je vais dans la rupture que nous allons amener, les systèmes de rupture, nous allons amener un nouveau système éducatif. Et dans le nouveau système éducatif, nous allons démocratiser le système éducatif, nous allons changer des programmes, nous allons adapter le système éducatif aux réalités du pays, à la demande nationale, aux besoins économiques du pays. Voilà ce qu'on va faire. Et ça, on tiendra compte de cela dans tous les domaines, domaines de base, et secteurs de base. Et aussi, nous allons casser les mythes de diplôme, parce qu'en fait, au Congo, on a dénaturer les systèmes éducatifs, comme si vous n'avez pas fait l'université, vous n'avez pas étudié. Et d'ailleurs, les gens qui ont construit leur pays, ce sont les écoles de métiers. Ce sont les maçons, les charpentiers, les infirmiers et les plombiers. Mais ici, on ne les considère pas. Alors qu'à l'excès, ils sont même mieux payés. Donc, il faut casser le mythe des diplômes pour valoriser les écoles de métiers et puis multiplier les écoles de métiers et professionnelles. Donc voilà un peu à sommaire, parce que le système éducatif est pour nous, dans notre programme de société ici, c'est 25 pages, le système éducatif, c'est bon. Et les Congolais peuvent retrouver votre projet sur le site. Dans notre site mlp.rdc.org. Parlons de la santé. Alors, quelle place, si vous êtes élu président de la République, allez-vous accorder au secteur de la santé dans le plan de votre futur gouvernement? C'est clair. La santé et l'éducation prendront 40% de mon programme. La santé et l'éducation, 40%. Ça veut dire que le reste des secteurs, 60%. Donc ça veut dire que l'éducation aura 20%, la santé aura 20%. Parce qu'en fait, l'actuel système de santé est aussi périmé, se dépasser. Donc Franck Diongo propose à la République un nouveau système de santé. Parce qu'en fait, je n'accepte pas qu'il faut avoir de l'argent cash pour se soigner. Pendant que nous sommes un pays pauvre, je vais valoriser, bien entendu, le système d'assurance de santé pour permettre à ceux que tu peux tomber malade et on te soigne. La plus grande préoccupation, c'est l'imagerie médicale. Mais nous n'avons pas d'équipement. L'imagerie médicale est au cœur des préoccupations. La radiologie, l'échographie. Et tout cela se concerne l'imagerie médicale. Mais il n'y a pas dans nos centres de santé à l'intérieur. Il n'y a pas. D'abord, il n'y a pas du courant. Donc, il faut un grand budget, et j'ai dit 20%, pour essayer
de redonner de l'espoir et de l'espérance. Parce que les caractères négatifs de notre actuel système de santé, pas seulement qu'il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux à l'intérieur, même à Kinshasa, mais on est en retard sur les équipements, sur les machineries médicales. Mais qu'est-ce qu'on constate? Taux élevé de mortalité, taux élevé des enfants de moins de 5 ans, taux élevé des mamans qui vont accoucher. Alors, il faut corriger tout ça pour réduire les taux de mortalité. Et quand Franck Diongo sera président, il y a des maladies telles que la malaria et on va les soigner gratuitement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent de la malaria. Alors, pourquoi on a fait que la tuberculose, le sida, on les soigne gratuitement? Oh, moi, président de la République, la malaria au Congo, il faut un grand projet pour qu'on ne paye pas la malaria. Quand on est en hôpital. Donc, comme le système éducatif, le système de santé est périmé. La couverture même, le nombre de médecins, le nombre d'infirmiers, le niveau de nos médecins, les équipements. Non, il faut réhabiliter le Congo. Je n'aurai pas un pays pour qu'il réhabilite la dignité des Congolais sans avoir un accent particulier pour soigner les Congolais. Et puis la médecine préventive, pour empêcher que des maladies. C'est pourquoi la malaria doit être à la responsabilité de l'État. C'est la malpropreté de nos villes. C'est la médecine préventive qui devait empêcher que la malaria. Donc le peuple ne paie pas sur la conséquence de la mégestion de l'État, doit payer encore la malaria. Non, l'État doit prendre en charge et, Franck Diongo président, la médecine préventive va être en action, ça veut dire la médecine de santé publique. Alors dans une minute, M. Franck Diongo, comment comptez-vous renforcer la cohésion nationale? Aujourd'hui, de plus en plus, les organisations nationales et internationales appellent à la cohésion qui s'effrite avec les derniers événements. Mais non, mais moi je vous avais parlé que je vais créer une commission vérité et réconciliation. Je vous avais déjà dit ça. Alors, qui serait une institution autonome, qui ne dépend pas, qui ne peut pas être contrôlée par le Parlement et qui ne dépend pas du gouvernement non plus, ni du président de la République. C'est une institution autonome pour réconcilier les Congolais. Alors, la difficulté qu'il y a pour le pays, c'est qu'il n'y avait pas encore cette vision. C'est-à-dire, on ne décrète pas une cohésion nationale. C'est pourquoi la présence de cette commission vérité et réconciliation, c'est pour créer la cohérence. La réconciliation nationale, c'est le ciment de la société. Donc, ma commission de vérité et réconciliation va aboutir à la réconciliation. Et la réconciliation, c'est le ciment de la société, et la réconciliation créera la cohésion nationale. Voilà ce qu'il faudra faire pour créer la paix durable et réconcilier les Congolais. Et en fait, à ce moment-là, on va regarder dans la même direction. Même dans la Bible, on dit, les gens ne sont pas attendus, ne peuvent pas marcher ensemble. Pour marcher ensemble, il faut s'attendre. Et la commission vérité et réconciliation fera en sorte qu'il y aura la réconciliation entre les territoires, les communautés antagonistes, les gens qui sont lésés. Et dans cette commission vérité et réconciliation, on va permettre à ce qu'on se réconcilie et il y aura la cohérence nationale qui aboutira à une cohésion nationale. Merci, M. Franck Diongo, de vous être livré à cet exercice. Vous avez 30 secondes, vous allez fixer la caméra. Un message à tous ces Congolais qui nous suivent. En 30 secondes, votre message. Congolaises et Congolais, faites-moi confiance. J'amène de grandes innovations. Vous me connaissez. Je sacrifie toute ma vie pour le pays, pour les Congolais, pour les Congos. Je ne vais jamais vous trahir. J'amène l'innovation et la créativité avec l'amour du pays. La rupture est là. Il faut changer. J'incarne le changement et la rupture avec le passé. Il n'y a que le changement qui sauvera. L'heure du changement a sonné. Votez pour les changements. Merci, M. Diongo. Merci, Michel. On se retrouve prochainement avec... Radio Okapi. Information pour la paix et le développement de la RDC.